L'air du poste de commandement sentait la terre humide et la toile de tente mouillée. C'était une odeur familière, l'odeur de notre guerre dans les Apennins. Le froid s'infiltrait par les coutures, un froid mordant qui engourdissait les doigts et le moral. Le capitaine Miller, un Américain à la mâchoire carrée, posait des questions d'une voix calme, et mon cousin, le sergent Romain Faure, y répondait avec une assurance que je lui enviais. Il se tenait droit, le torse bombé dans son uniforme, l'incarnation de l'autorité. Je l'observais depuis mon coin, près de mon établi de fortune. J'étais fier de lui, de nous. J'attendais, simplement. Il y avait une tension dans l'air, mais c'était la tension habituelle avant une inspection. Je pensais que c'était une journée comme les autres. Je me trompais. Je ne savais pas encore que certaines journées ne se terminent jamais vraiment. Elles restent en vous, comme un éclat de métal sous la peau. Le capitaine Miller a demandé quelque chose sur nos capacités d'alerte précoce. Un silence a suivi. Puis Romain a souri. C'était un sourire large, destiné aux officiers américains, un sourire de commerçant. Dans son anglais hésitant, il a prononcé un mot. Surprise. Le mot a flotté dans l'air glacial, étrange et déplacé. Mon estomac s'est noué. Puis il s'est tourné vers moi. Dubois. Mon nom, lancé comme un ordre sec. J'ai senti tous les regards converger. Ceux des Américains, curieux. Ceux des camarades français, déjà méfiants. Pendant une seconde, une fraction de seconde insensée, j'ai cru qu'il allait enfin reconnaître mon travail. J'ai cru que c'était le moment. Le moment où il dirait « Ce jeune homme, mon cousin, il a du talent. Il a construit quelque chose d'utile. » Cette seconde d'espoir a été la chose la plus cruelle de toutes. C'était le début de la chute. Il a pointé un doigt vers mon coin. Pas vers moi, mais vers l'appareil posé sur une caisse de munitions vide. 3 boîtes de conserve, polies jusqu'à briller comme de l'argenterie. Des fils de cuivre que j'avais récupérés sur un moteur allemand, soudés avec une patience infinie. Le tout relié à un récepteur radio que j'avais passé des nuits à modifier. Pour moi, ce n'était pas un simple bricolage. C'était des heures de travail silencieux, une réponse au manque de matériel, une petite victoire contre le chaos. Puis sa voix a claqué, forte et moqueuse, pour que tout le monde entende bien. Dubois, montrez donc à nos alliés votre radar à boîte de conserve. Les mots sont sortis, clairs, précis, et chaque syllabe était une pierre lancée sur moi. Radar à boîte de conserve. Il avait donné un nom ridicule à mes efforts, et par là même, il me nommait, moi, le ridicule. Le rire est parti d'un soldat, un gloussement étouffé derrière une main, puis un autre a suivi. Bientôt, c'était une vague basse, contenue, mais palpable, qui a rempli la tente. Ce n'était pas un rire franc, c'était pire. C'était le rire des lâches, celui qu'on utilise pour se ranger, du côté du plus fort. J'ai senti le sang quitter mon visage. Mes mains, posées le long de mes cuisses, tremblaient légèrement. Je me suis forcé à ne pas les regarder. Mon regard s'est fixé sur une tache de boue séchée au sol. Je suis resté parfaitement immobile, le corps raide, un soldat au garde-à-vous face à un peloton d'exécution invisible. Le silence qui a suivi les rires était encore plus lourd. Il était rempli de ma honte. J'étais seul, exposé sous la lumière crue d'une ampoule nue, au centre d'un cercle de mépris silencieux. Personne n'a bougé. Personne n'a rien dit. Romain a savouré ce silence. Il l'a laissé s'installer, s'épaissir. Puis, se tournant à nouveau vers les Américains avec un haussement d'épaule faussement désolé, il a porté le coup de grâce. Il se croit encore en train de bricoler dans les montagnes d'Auvergne. Cette phrase, elle n'était pas pour les Américains, qui n'ont probablement pas compris la référence. Elle était pour moi. C'était une façon de me renvoyer à mes origines, à ma condition de paysan, de me rappeler que je n'étais rien d'autre qu'un bricoleur naïf qui n'avait pas sa place ici. Il a nié non seulement mon travail, mais aussi mon identité de soldat. Le capitaine Miller a eu un sourire poli et gêné. Le genre de sourire qu'on a quand on ne comprend pas la blague mais qu'on sent la cruauté. Il a simplement hoché la tête et est passé à autre chose. L'inspection continuait. Mais pour moi, tout s'était arrêté. Une vague glaciale est montée de mes pieds à ma tête. La honte. Ce n'était pas une émotion. C'était une sensation physique, un poison qui se répandait dans mes veines. Ma gorge était si serrée que je peinais à respirer. Dans mes oreilles, le son des rires tournait en boucle, se mêlant au bourdonnement du générateur à l'extérieur. Je suis resté là, debout, en essayant de me souvenir comment on faisait pour exister quand on voulait disparaître. La discipline militaire a pris le dessus. Ne pas bouger,
Ne pas montrer, endurer, c'est ce qu'on nous apprend. J'ai pensé à ma mère, à la dette que nous avions envers lui. Ces 5000 francs. Avait-il acheté le droit de me briser avec cet argent? Pendant des années, j'avais confondu sa protection avec de l'affection. Je venais de comprendre la nature de notre marché. Ma loyauté contre son droit de me rabaisser quand bon lui semblait. Quand l'inspection s'est terminée et que la tente s'est vidée, je suis resté seul avec le bruit du vent contre la toile. Le froid semblait moins vif, ou peut-être que c'était moi qui étais devenu insensible. La chaleur de la honte avait laissé place à une clarté terrible, une lucidité froide comme l'acier d'une baïonnette. Ce n'était pas une blague maladroite. Ce n'était pas une erreur. C'était un message. Romain m'avait montré ma place. Et dans ce silence, j'ai compris que l'homme que je considérais comme un père de substitution, un guide, un pilier, n'avait jamais existé. Il n'y avait que le sergent Faure, un homme qui avait besoin de m'écraser pour se sentir grand. Une ligne venait d'être franchie. Pas par lui, mais en moi. Quelque chose s'était cassé, silencieusement, irrémédiablement. La gratitude était morte. Et je savais, sans savoir comment ni quand, que je ne me laisserais plus jamais définir par son mépris. Le froid de la tente n'était rien comparé à celui qui s'était emparé de moi. Il me rappelait une autre sorte de froid, celui de la chambre de mes parents, 5 ans plus tôt. L'hiver avait été rude, cette année-là. Mon père, le corps consumé par la fièvre, respirait avec un sifflement rauque qui emplissait la maison. Je me souviens de l'odeur de la tisane au thym et du silence pesant de ma mère, assise sur une chaise en paille, son visage une carte de route tracée par l'inquiétude. Quand le silence est devenu total, un vide s'est creusé dans la pièce, un vide qui nous a tous aspirés. C'est dans ce vide que Romain est entré quelques jours plus tard, un soldat en permission dans un monde de paysans en deuil. Il semblait immense dans son uniforme, une force de la nature face à notre fragilité. Il représentait l'ordre dans notre chaos, la certitude dans notre désarroi. C'est là que tout a commencé, dans le froid de cette chambre vide. Je revois encore sa main, large et calleuse, poser une liasse de billets sur la table de la cuisine. 5000 francs. Le bruit du papier froissé était le son le plus fort que j'avais entendu depuis des jours. Ma mère a regardé l'argent, puis Romain, puis à nouveau l'argent. Et ses épaules se sont affaissées sous le poids d'un soulagement trop lourd à porter. Elle a pleuré en silence. Des larmes qui n'étaient un plus de chagrin, mais de gratitude. Romain n'a rien dit. Il a juste hoché la tête, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pour moi, cet argent n'était pas seulement du papier. C'était notre terre. C'était le toit au-dessus de nos têtes. C'était la promesse que ma sœur Lucie pourrait continuer à aller à l'école. Ce jour-là, Romain n'a pas seulement payé une dette. Il en a créé une nouvelle, invisible et infinie, que je me suis juré d'honorer pour le reste de ma vie. Je lui devais tout. Cette conviction était gravée en moi, plus profondément qu'un matricule sur une plaque de métal. Avant l'armée, il y avait l'atelier de Monsieur Giraud, à Riom. L'odeur de la soudure et de la poussière chaude des lampes radio, c'était mon univers. J'aimais ce travail. J'aimais le défi de trouver une panne dans un enchevêtrement de fils et de composants, de redonner une voix à un poste silencieux. C'était un travail de patience, d'observation. Chaque radio avait sa propre logique, sa propre faiblesse. Je n'étais pas un grand parleur, mais là, mes mains parlèrent pour moi. Elles comprenaient le langage secret des circuits. Quand j'ai construit ce détecteur avec 3 boîtes de conserve, je n'ai fait que transposer ce savoir-faire. C'était ma façon de parler sur le front, ma façon de rendre service avec ce que j'étais, avec ce que je savais faire. Romain a appelé ça du bricolage d'Auvergnat. Il a pris la seule chose qui m'appartenait vraiment, mon talent, et l'a transformé en une blague pathétique. Il a nié l'apprenti, le technicien, pour ne voir que le paysan. Ses conseils ont toujours été des ordres déguisés. Je me souviens d'un été, avant mon incorporation. Nous réparions une clôture dans un champ. J'avais trouvé une façon plus rapide de tendre le fil de fer barbelé. Il m'a regardé faire, a attendu que j'ai presque fini, puis a défait tout mon travail d'un coup de pince sec. « Ce n'est pas comme ça qu'on fait, petit », a-t-il dit, sans colère, mais avec une condescendance qui me glaçait le sang. Il y a ma façon, et il y a la mauvaise façon. J'ai baissé la tête et j'ai recommencé, à sa manière, plus lente, moins efficace. Je n'ai pas protesté. Je pensais qu'il m'éduquait, qu'il me formait à la dure. Je croyais que c'était sa forme d'affection, une manière brute de me préparer à la vie. J'ai accepté ses critiques comme des leçons,
Ses humiliations comme des tests de caractère. J'ai confondu son besoin de contrôle avec de l'intérêt paternel. C'était une erreur que je payais aujourd'hui. Pour ma mère, mon engagement dans l'armée sous les ordres de Romain était une bénédiction. C'était la garantie que je serais protégé, que je ne serais pas un simple soldat perdu dans la masse. J'allais être le cousin du sergent Faure. J'ai sacrifié l'idée de rester à l'atelier, de peut-être le reprendre un jour, pour honorer cette dette familiale, pour la rassurer. Je me suis dit que c'était mon devoir. Je lui ai offert ma loyauté, mon obéissance aveugle. En retour, j'attendais, sans jamais l'avouer, un signe de reconnaissance. Pas une promotion, pas une médaille. Juste un regard, un mot qui dirait « Tu as bien travaillé, Antoine ». Ou simplement « Je suis fier de toi ». Mais ce mot n'est jamais venu. J'ai donné ma soumission en espérant recevoir de la validation. J'ai reçu du mépris enrobé de protection. La protection d'un geôlier qui s'assure que son prisonnier ne s'échappe pas, mais ne se soucie guère de son bien-être. Il y a eu des signes avant-coureurs, des fissures dans l'édifice de ma dévotion que j'ai refusé de voir. Il y a 2 mois, le poste radio principal de la compagnie est tombé en panne. Panique générale. Les transmissions étaient vitales. J'ai passé toute la nuit penché dessus, avec une lampe à pétrole pour seule lumière, et j'ai fini par trouver le problème. Une minuscule soudure sèche presque invisible. Le lendemain matin, le lieutenant Davis est venu féliciter Romain pour avoir rétabli la communication si vite. Romain a gonflé le torse. « On fait le nécessaire, mon lieutenant. La section est efficace. » Il n'a jamais mentionné mon nom. Je me tenais à quelques mètres de là, les mains noires de cambouis, et j'ai senti une pointe d'amertume. Mais je l'ai refoulée aussitôt. La gratitude, me suis-je dit. Tu lui dois la gratitude. Le succès de la section est son succès. C'était la règle que j'avais acceptée. La dette. C'était un mot qui revenait sans cesse dans les lettres de ma mère. N'oublie jamais ce que nous devons à ton cousin. Sois sage et obéissant. C'est la moindre des choses. Cette dette était devenue une partie de moi. Une seconde peau. Elle justifiait tout. Ses humeurs, ses sarcasmes, ses exigences. Quand il me donnait les corvées les plus ingrates, je me disais que c'était ma façon de rembourser. Quand il s'attribuait le mérite de mon travail, je me disais que c'était le juste prix de la sécurité de ma famille. J'avais intériorisé l'idée que ma valeur personnelle était inférieure à cette dette. Je n'étais pas Antoine Dubois, soldat et technicien. J'étais le débiteur de Romain Faure, et mon existence sur ce front se résumait à payer des intérêts sous forme de silence et de soumission. L'humiliation dans l'attente n'était qu'un paiement de plus, mais cette fois, le prix m'a semblé exorbitant. Je me souviens aussi de son silence à lui, un silence qui n'était pas comme le mien. Mon silence était fait d'observation et de réserve. Le sien était une arme. Quand je lui posais une question technique, il me laissait parfois sans réponse, me regardant avec un petit sourire en coin comme pour me signifier que ma question était stupide, que je ne méritais pas d'explication. Il créait un malaise, un espace où je me sentais ignorant et dépendant de son bon vouloir. Ce silence était une affirmation de pouvoir plus efficace que n'importe quel cri. Il me rappelait constamment ma place. J'étais celui qui posait les questions. Il était celui qui détenait les réponses. J'étais l'apprenti. Il était le maître. Cette dynamique, installée des années plus tôt dans les champs d'Auvergne, s'était simplement transposée sous la toile d'une tente militaire en Italie. Il n'avait jamais cessé de me voir comme le gamin qu'il fallait mater. Le contraste entre nous était là, depuis le début. J'ai toujours cru que la compétence parlait d'elle-même, en silence. Pour moi, une réparation réussie était une victoire qui n'avait pas besoin de fanfare. Pour Romain, la seule chose qui comptait était l'apparence de la compétence. Le bruit, la posture, l'assurance affichée devant les supérieurs. Mon travail silencieux le mettait mal à l'aise, car il ne pouvait pas le contrôler ni se l'approprier facilement. Mon radar à boîte de conserve était l'incarnation de tout ce qu'il détestait. Une solution née de l'ingéniosité et de la nécessité, pas de la hiérarchie. C'était une chose qui fonctionnait en dehors de son autorité. En le tournant en ridicule, il ne se moquait pas seulement de moi. Il tentait de détruire une preuve visible que la valeur ne dépendait pas toujours du grade, et que parfois, un homme silencieux pouvait voir plus loin qu'un sergent bruyant. Maintenant, seul dans la tente, le rire de mes camarades résonnait encore dans ma tête. Mais il se mêlait à d'autres sons. Le bruit des billets de banque sur la table de la cuisine, le claquement sec de la pince coupante sur le fil de fer, le silence méprisant de Romain. Tous ces souvenirs formaient une chaîne, et l'humiliation d'aujourd'hui n'en était que le dernier maillon. Je touchais du bout des doigts le métal froid d'une des boîtes de conserve.
Poli, lisse, réel. Ce n'était pas un jouet. C'était le produit de mon histoire, de mon savoir. Et j'ai compris que la dette que je croyais infinie avait une limite. Cette limite, c'était ma dignité. Romain l'avait franchie sans hésitation. Il avait rompu le pacte silencieux qui nous liait. La gratitude était morte, étouffée par la honte. Et dans son sillage, quelque chose de nouveau commençait à naître. Une clarté froide et dure comme l'hiver de mes montagnes. Les jours qui ont suivi ont été une leçon de silence. Nous partagions le même espace exigu, la même toile de tente, mais un fossé s'était creusé entre nous, plus profond que n'importe quelle tranchée. J'évitais son regard, me concentrant sur des détails insignifiants. La condensation qui perlait sur le métal de ma gamelle, le grain du bois de la caisse qui me servait de table, la façon dont la lumière de la lampe à pétrole vacillait et allongeait les ombres. Je travaillais sur mes équipements avec une minutie obsessionnelle, mes mains devenant mon seul langage. Le silence n'était plus une absence de bruit, c'était une présence, une chose dense et lourde qui remplissait l'air entre nous. Les autres soldats le sentaient. Ils parlaient plus bas en notre présence, leur conversation s'éteignant dès que nous nous croisions. L'atmosphère était devenue irrespirable, chargée d'une tension que personne n'osait nommer. Je sentais le poids de son regard sur ma nuque quand j'avais le dos tourné, un regard qui n'était plus protecteur, mais scrutateur, presque hostile. Il attendait quelque chose. Une excuse, peut-être, ou un signe de soumission. Il n'a eu ni l'un ni l'autre. 2 jours plus tard, il a fait une tentative. Je nettoyais les contacts d'un émetteur, et il s'est approché, s'accoudant nonchalamment à mon établi improvisé. L'odeur de son tabac froid m'a précédé. « Ne sois pas vexé, gamin », a-t-il commencé d'une voix qu'il voulait sans doute paternelle, mais qui sonnait fausse, comme une pièce de monnaie contrefaite. C'était juste une blague pour détendre l'atmosphère avec les Américains. Le mot « gamin », il l'utilisait encore, comme si rien n'avait changé, comme si... J'étais toujours le jeune garçon impressionnable qu'il avait pris sous son aile. Il n'y avait aucune excuse dans sa voix, seulement l'agacement de celui qui doit gérer une susceptibilité qu'il juge puérile. Il ne cherchait pas à réparer, il cherchait à clore l'incident, à effacer son erreur en la minimisant. Il me demandait de valider son récit, de confirmer que c'était bien une blague et que j'avais surréagi. Il voulait que je redevienne celui qui accepte, celui qui pardonne, sans qu'on le lui demande. Mais le garçon qu'il appelait « gamin » était mort dans cette tente, 2 jours plus tôt. Il ne restait que le soldat du bois. Je n'ai pas levé les yeux de mon travail. J'ai continué à frotter un contact en laiton avec un chiffon imbibé d'alcool. Un geste lent, délibéré. Le silence s'est étiré. Il attendait une réponse, un signe d'absolution. J'ai senti son impatience monter, son poids se déplacer d'un pied sur l'autre. Chaque seconde de mon silence était une insulte à son autorité. Un refus de jouer le rôle qu'il m'avait assigné. Finalement, j'ai reposé mon chiffon. J'ai levé la tête, mais mon regard n'a pas croisé le sien. Il s'est fixé sur un point, juste au-dessus de son épaule, sur la toile de la tente. D'une voix neutre, plate, sans la moindre inflexion, j'ai dit « Compris, mon sergent ». Ces 3 mots étaient un mur. Ils respectaient la hiérarchie militaire, mais rejetaient tout lien personnel. Ce n'était plus Romain, mon cousin. C'était le sergent Fort, mon supérieur. Il a compris. J'ai vu une lueur de colère passer dans ses yeux. Il a serré la mâchoire, a tourné les talons et est parti sans un autre mot. La distance était désormais officielle. La guerre froide avait commencé. Notre nouvelle routine s'est installée sur ce silence. Je me levais avant tout le monde, je faisais mon travail, je parlais le strict nécessaire et je me couchais tard. Mon coin de la tente était devenu mon territoire, un îlot de concentration où personne, et surtout pas, lui, ne s'aventurait. Je me suis plongé dans le travail, comme un homme qui se noie s'accroche à une épave. Je démontais, je vérifiais, je remontais chaque pièce d'équipement avec une ferveur nouvelle. Ce n'était plus seulement un devoir, c'était une façon de prouver ma valeur à moi-même, loin de son jugement. De son côté, Romain m'ignorait ostensiblement, ne s'adressant à moi que pour me donner des ordres directs, d'une voix sèche et impersonnelle. Il avait cessé de m'appeler « gamin ». Il m'appelait Dubois. Ce changement, qui aurait dû me satisfaire, sonnait comme une menace. C'était une façon de me rappeler que sans le vernis de la familiarité, je n'étais qu'un soldat parmi d'autres, un subordonné qu'il pouvait briser selon les règles. Je le voyais rire avec les autres, maintenir son image de chef charismatique. Mais quand son regard croisait le mien, son sourire s'effaçait.
La tension a atteint un nouveau sommet une semaine plus tard, lors de la planification d'une patrouille de reconnaissance. Le lieutenant Davis, l'Américain, étalait une carte sur une table pliante. Il traçait l'itinéraire prévu pour une équipe qui devait poser une nouvelle ligne de communication le long d'une crête. En regardant la carte, j'ai tout de suite vu le problème. L'itinéraire les faisait passer par un défilé étroit, un endroit parfait pour une embuscade, et surtout, un très mauvais point pour la propagation des ondes radio. Le signal serait faible, intermittent. J'avais passé des jours à étudier la topographie de la région, pas sur une carte, mais à travers les grésillements et les silences de mon récepteur. Je connaissais les zones d'ombre, les endroits où les montagnes bloquaient les transmissions. J'ai senti une boule se former dans mon estomac. Parler, c'était m'exposer à une nouvelle humiliation. Me taire, c'était laisser des hommes partir avec un faux sentiment de sécurité. C'était la première fois que ma loyauté envers mes camarades entrait en conflit direct avec la peur que Romain m'inspirait. J'ai attendu une pause dans la conversation. Puis, d'une voix que je me suis efforcé de garder calme et factuelle, j'ai pris la parole. Mon sergent, mon lieutenant. Tous les regards se sont tournés vers moi. Le silence est tombé, lourd de surprise. Je n'intervenais jamais dans ces réunions. J'ai pointé un doigt sur la carte. Si je peux me permettre, ce tracé n'est pas optimal pour la ligne. Le défilé de San Pietro crée une interférence massive. Nous perdrons le contact. Il y a une voie alternative, 200 mètres plus au nord, sur le versant ouest. C'est plus exposé, mais le signal sera clair. J'ai exposé mes arguments techniques, parlant de longueur d'onde, de réverbération, de l'angle de la vallée. Pendant un instant, j'ai vu une lueur d'intérêt dans les yeux du lieutenant Davis. J'ai cru, une seconde, que la logique et la compétence allaient l'emporter. J'ai cru que mon expertise, la seule chose que Romain n'avait pas pu me prendre, allait enfin être entendue. C'était la même lueur d'espoir insensé que j'avais ressentie juste avant l'humiliation du radar à boîte de conserve. Une seconde d'espoir cruel. Romain n'a même pas regardé la carte. Son regard était fixé sur moi, dur et froid. Il a laissé planer un silence, juste assez longtemps pour que tout le monde sente le poids de son autorité. Puis, il a eu un petit rire sec, sans joie. « Merci pour cette analyse, Dubois », a-t-il dit, chaque mot chargé d'un sarcasme glacial. Il s'est ensuite tourné vers le lieutenant Davis avec un air de fausse confidence, comme s'il partageait une blague d'initié. « Votre fonction est de réparer des radios, Dubois, pas de dessiner des cartes. Laissez la stratégie à ceux qui en ont le grade. » La phrase a claqué dans l'air comme un coup de fouet. C'était une répétition, sous une autre forme, de la même humiliation. Il ne m'a pas contredit sur le plan technique. Il a attaqué ma légitimité, me renvoyant à ma place. De simple exécutant. Il venait de déclarer publiquement que mon intelligence n'avait aucune valeur en dehors des tâches qu'il m'assignait. Le lieutenant Davis, mal à l'aise, a simplement hoché la tête et a replié la carte. La discussion était terminée. Ma suggestion était morte et enterrée. Cette fois, la honte était différente. Elle était toujours là, brûlante, mais elle était mêlée à une colère froide, une colère lucide. Je suis sorti de la tente, le cœur battant à tout rompre. Dehors, le soldat Lefebvre, qui faisait partie de l'équipe de patrouille, m'a rattrapé. Il ne m'a rien dit, mais il m'a tendu une cigarette. Je n'ai pas fumé, mais j'ai accepté. Nous sommes restés là un moment, en silence, à regarder les sommets enneigés au loin. Son geste était plus éloquent que n'importe quel discours. C'était un geste de solidarité silencieuse. Il avait entendu, il avait compris. Et en croisant son regard, j'ai compris que je n'étais plus seul dans ma perception de la situation. Les autres le voyaient aussi. Ils voyaient l'injustice, la cruauté gratuite. Romain ne m'humiliait pas seulement moi, il se révélait aux autres. Son autorité n'était pas fondée sur le respect, mais sur la peur. Et cette prise de conscience a changé quelque chose en moi. Ma honte a commencé à se transformer en une certitude. Le problème, ce n'était pas moi. Le problème, c'était lui. La confirmation est venue quelques nuits plus tard. J'étais dehors, dans le froid mordant, pour vérifier une antenne, que le vent avait fait vibrer. La toile de la tente du poste de commandement était fine, et les voix portaient loin dans le silence de la nuit. J'ai reconnu immédiatement la voix de Romain, suivie de celle du sergent Mathieu, d'une autre section. Ils parlèrent de moi. Je me suis figé, dissimulé dans l'ombre. « Il ne dit plus un mot, le petit cousin », disait Mathieu. Et Romain a ri. Un rire gras, satisfait. Il a compris la leçon. Son histoire de radar à boîte de conserve était une honte. Pour la section. Il fallait que je mate ce cousin un peu naïf, avant qu'il ne nous ridiculise devant tout le monde.
Il commence à comprendre qu'ici, ce n'est pas son atelier de riome. Chaque mot était une gifle, une honte. Mater, ce cousin naïf. Il n'y avait plus de place pour le doute, pour l'interprétation. Ce n'était pas une blague. Ce n'était pas une maladresse. C'était intentionnel, calculé. C'était du mépris pur. Je suis resté immobile longtemps après que leur conversation se soit terminée. Le froid ne m'atteignait plus. À l'intérieur, tout était gelé. Il n'y avait plus de colère, plus de honte. Juste un vide immense et une clarté terrible. La dette de 5000 francs. L'image de ma mère en larmes. Les années de loyauté aveugle. Tout cela s'est effondré en un instant, comme un château de cartes. J'avais passé des années à construire un monument à la gratitude sur les fondations d'un mensonge. Il ne m'avait jamais protégé. Il m'avait utilisé. Mon silence, mon obéissance, mon talent même. Tout cela n'était pour lui que des outils pour asseoir son propre pouvoir, pour calmer ses propres insécurités. Il avait besoin que je sois petit pour se sentir grand. La prise de conscience a été brutale, mais étrangement libératrice. Le fil invisible qui me liait à lui, ce fil tissé de gratitude et de culpabilité, venait de se rompre net. Je n'étais plus le débiteur de Romain Faure. J'étais juste Antoine Dubois, et je ne lui devais plus rien. Le lendemain matin, la punition est tombée. L'escalade était devenue physique. Romain m'a abordé après l'appel, un sourire en coin. Devant une vingtaine de soldats, il a pointé un doigt vers un terrain vague et boueux, à une 50aine de mètres du poste de commandement. Dubois, on a besoin de nouvelles latrines. Creusez-moi un trou là-bas. 2 mètres de profondeur. L'ordre était absurde. Les latrines existantes étaient fonctionnelles et suffisantes. C'était un travail inutile, dégradant. Une corvée conçue pour une seule raison. M'exposer, me punir pour mon « arrogance silencieuse », comme il l'avait appelé. C'était sa façon de me montrer qui commandait, de me briser physiquement puisque mes silences lui échappaient. C'était une démonstration de force brute, un dernier avertissement. Tous les soldats ont compris. Certains ont baissé les yeux, gênés. D'autres ont affiché un rictus. J'ai regardé Romain droit dans les yeux, pour la première fois depuis des jours. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête, pris une pelle et une pioche, et je me suis dirigé vers l'endroit qu'il avait désigné. J'ai commencé à creuser. Le sol était gelé en surface, puis lourd et argileux en dessous. Le travail était éreintant. Chaque coup de pioche envoyait une secousse dans mes bras et mes épaules. Le rythme de la pelle qui mordait la terre est devenu une sorte de méditation. Clac. La pioche brisait la terre dure. Chauffe. La pelle évacuait la boue. Je ne pensais à rien d'autre qu'à ce mouvement, à ce rythme. Je sentais les regards des autres sur moi, ceux qui passaient, ceux qui observaient depuis la tente. Mais leur jugement ne m'atteignait plus, l'humiliation non plus. Creuser ce trou n'était plus une punition. C'était un acte de défiance silencieuse. Avec chaque pelletée de terre que je jetais de côté, j'avais l'impression d'enterrer quelque chose. Le garçon crédule, la dette infinie, la peur de déplaire. Je n'étais pas en train de creuser un trou pour des latrines. J'étais en train de creuser la tombe de l'homme que j'avais été. Et dans le froid de cette matinée italienne, sous le regard méprisant de mon cousin, je sentais une nouvelle force naître en moi, dure et froide comme l'acier de ma pelle. Quelque chose allait arriver. Je ne savais pas quoi, mais je savais que j'y serais prêt. Je creusais. La pioche brisait la croûte gelée avec un bruit sec, puis la pelle s'enfonçait dans l'argile lourde et collante. Le froid mordait mes mains à travers mes gants usés, et chaque muscle de mon dos protestait. Au début, le poids de l'humiliation était plus lourd que celui de la terre. J'étais une bête de somme, punie sous les yeux de tous. Je sentais leurs regards, même sans les voir. Des regards de pitié, de mépris, de gêne. Mais après la première heure, quelque chose a changé. La douleur physique, nette et honnête, a commencé à laver la douleur morale. La sueur qui coulait sur mon front, le souffle qui se transformait en nuage blanc, le rythme incessant de l'outil contre la terre. Tout cela était réel. Plus réel que la moquerie de Romain, plus réel que les rires des autres. Je n'étais plus une victime dans une scène de théâtre. J'étais un homme en train de travailler, et ce travail, aussi absurde soit-il, me ramenait à moi-même, à la simplicité brutale de l'effort. Lentement, la colère et la honte se sont dissoutes dans la fatigue. Mon esprit s'est vidé, ne laissant place qu'au mouvement, encore et encore. Pioche, pelle, jeté. Le monde s'est réduit à ce trou qui s'agrandissait, à ce tas de terre qui grandissait à côté de moi. C'était dans ce vide, dans cet épuisement purificateur,
que la véritable prise de conscience a eu lieu. Ce n'était pas une révélation fulgurante, mais une infiltration lente, comme l'eau qui s'insinue dans une fissure. J'ai compris que j'attendais quelque chose qui ne viendrait jamais. J'attendais qu'il me voie, qu'il reconnaisse ma valeur. J'attendais une validation paternelle de la part d'un homme qui n'avait jamais été un père. J'attendais qu'il rembourse une dette affective qu'il n'avait jamais contractée. Mon attente était un puits sans fond, et je continuais à y puiser de l'espoir, ne remontant que du vide. Continuer ainsi, c'était mourir à petit feu, c'était m'effacer moi-même pelleté après pelleté. Une image m'est revenue, claire comme si c'était hier. Mon père sur son lit de mort, sa main si faible dans la mienne, et son dernier regard, un regard qui disait tout sans un mot, la fierté, l'amour, la confiance. Il croyait en moi. Sa validation était silencieuse, inconditionnelle. Puis l'image a changé. Romain, entrant dans notre cuisine, posant les billets sur la table. Un geste de puissance, pas de compassion. Il n'a pas regardé ma mère dans les yeux. Il a regardé l'argent, puis l'espace vide laissé par mon père, et j'ai compris, en creusant ce trou en Italie, qu'il n'avait pas comblé ce vide. Il l'avait occupé. Il avait pris la place du patriarche, mais sans en assumer la charge affective. Il avait acheté le trône, pas le droit de régner sur nos cœurs. J'avais passé 5 ans à confondre le rôle et l'homme, la fonction et le sentiment. J'avais transféré la validation que mon père me donnait naturellement sur un homme, pour qui la validation n'était qu'une monnaie de pouvoir. La dette. Les 5000 francs. Ce chiffre avait été le mantra de ma soumission. Il justifiait tout. Mais combien valait ma dignité? Combien valaient les nuits passées à réparer du matériel pour qu'il en tire la gloire? Combien valait mon silence face à ces sarcasmes? En jetant une nouvelle pelletée de terre boueuse hors du trou, j'ai réalisé que j'avais remboursé cette dette 100 fois. Je l'avais remboursée en obéissance, en loyauté, en effacement. Le contrat financier avait été soldé depuis longtemps. Ce qui restait, c'était un contrat moral que j'étais le seul à respecter. Il n'y avait plus de dette. Il n'y avait qu'une manipulation, une chaîne invisible que j'avais moi-même contribué à maintenir autour de mon cou par un sens de l'honneur mal placé. La gratitude, quand elle est utilisée comme une arme, devient un poison. Et j'avais bu ce poison pendant des années, croyant que c'était un remède. Je me suis redressé, le dos en feu. J'ai regardé le campement, les tentes, les hommes qui s'activaient. Personne ne viendrait me sortir de ce trou. Personne ne viendrait dire à Romain qu'il était allé trop loin. Le lieutenant Davis était un allié, pas un sauveur. Lefebvre était un camarade, pas un défenseur. Chacun était enfermé dans sa propre guerre, dans sa propre peur de la hiérarchie. J'étais seul. Cette prise de conscience, qui aurait dû me terrifier, m'a apporté une paix étrange. La solitude signifiait qu'il n'y avait plus d'attente. Je ne pouvais compter que sur moi-même. Mon conflit n'était plus avec Romain, c'était avec moi. C'était avec le garçon d'Auvergne qui croyait encore que le respect se gagnait par la soumission et que l'autorité avait toujours raison. Ce garçon devait mourir, ici et maintenant, dans ce trou de latrines inutiles. Il devait faire place à un homme qui comprenait que la seule approbation qui comptait était la sienne. Mon silence a changé de nature. Ce n'était plus la coquille dans laquelle je me réfugiais, un silence de peur et de respect. C'est devenu un espace, mon espace, un territoire intérieur où Romain ne pouvait pas entrer. C'était un silence de préparation, d'observation. Je continuerai à obéir aux ordres, à faire mon travail, mais l'intention derrière mes actes serait différente. Je ne chercherai plus à plaire, mais à survivre. Et pas seulement à survivre à la guerre contre les Allemands, mais à la guerre silencieuse qu'ils me livraient. Mon silence devenait une forteresse. Derrière ces murs, je pouvais penser, analyser, attendre le bon moment. Pas pour une vengeance explosive, ce n'était pas dans ma nature, mais pour un acte, un seul, qui rétablirait l'équilibre. Un acte qui prouverait, non pas aux autres mais à moi-même, que mon expertise avait une valeur, que ma voix, même rare, pouvait porter plus loin que ses cris. J'ai repris l'appel. Le trou avait presque la profondeur requise. Encore quelques pelletées. J'ai pensé à l'avenir. Pas le grand avenir après la guerre, mais l'avenir immédiat, celui des prochains jours, des prochaines semaines. Je me suis vu, non plus comme le cousin du sergent Faure, mais comme le soldat du bois, un technicien, un homme avec une compétence précise et utile. Une compétence qui ne dépendait pas de son grade, de son approbation ou de son histoire familiale. Mon savoir sur les ondes radio, sur les circuits, sur les caprices du métal et de l'électricité
C'était mon arme. Une arme qu'il ne comprenait pas et qu'il méprisait. Et c'est précisément parce qu'il la méprisait qu'il était vulnérable. Il ne verrait jamais le coup venir, car il ne regardait pas dans la bonne direction. Il regardait le soldat obéissant, pas le technicien qui écoutait le monde à travers des fils de cuivre. Le dernier coup de pelle. J'ai jeté la terre sur le monticule. Le travail était fini. Je suis sorti du trou, couvert de boue, épuisé, mais droit. Je n'étais plus le même homme qui y était descendu quelques heures plus tôt. Le froid ne me semblait plus aussi mordant. À l'intérieur, quelque chose s'était solidifié. La décision était prise, silencieusement, sans témoin. Ce n'était pas une décision de rébellion, mais une décision d'existence. J'allais exister, en dehors de son ombre. J'allais agir selon ma conscience et ma compétence, quelle qu'en soit la conséquence. J'ai planté la pelle dans le tas de terre, comme on plante un drapeau sur un territoire conquis. Puis, sans un regard pour Romain qui m'observait de loin, je me suis dirigé vers la tente pour me nettoyer. Le silence qui m'accompagnait n'était plus un fardeau. C'était une promesse. La nuit était tombée comme un linceul humide sur le campement. Un brouillard épais, venu des vallées, s'accrochait à tout, effaçant les contours des montagnes et étouffant les bruits. À l'intérieur du poste de commandement, l'air était saturé de l'odeur de café réchauffé et de la tension des hommes. Des bribes de rapports arrivaient par radio, contradictoires, parlant de possibles mouvements aériens ennemis. La plupart des officiers étaient nerveux, mais Romain, lui, affectait une sérénité de façade. Assis sur une caisse de munitions, il balayait les inquiétudes d'un geste de la main. Des rumeurs, rien de plus. Les Américains sont trop alarmistes. Il voulait paraître maître de la situation, l'homme de roc au milieu de la tempête. Son calme n'était pas rassurant, il était arrogant. C'était le calme de celui qui préfère avoir tort avec confiance, plutôt que raison avec prudence. Je l'observais depuis mon coin, en silence, écoutant le monde à travers mes écouteurs. Le monde disait autre chose. Au milieu du crépitement habituel, un son nouveau s'était invité. Un grésillement faible, mais régulier, presque métronomique. Ce n'était pas le bruit du vent dans une antenne, ni une interférence atmosphérique. C'était un motif, une pulsation lointaine, insistante, comme le battement d'un cœur métallique caché dans le brouillard. J'ai fermé les yeux pour mieux me concentrer, ajustant la fréquence d'une main lente. Le son est devenu plus net. C'était une signature, une voix que je n'avais jamais entendue, mais dont la nature ne laissait aucune place au doute. Une cadence répétitive, la signature d'une escadrille en formation. Mon sang s'est glacé. Mon radar à boîte de conserve n'était pas un jouet. Il captait ce que les autres, avec leur matériel réglementaire et leur certitude, ne pouvaient pas entendre. Il écoutait l'écho de la mort qui s'approchait, et Romain, à quelques mètres de moi, la qualifiait de simple rumeur. La loyauté. Ce mot avait gouverné ma vie. Loyauté envers ma famille, envers la dette, envers lui. Mais en cet instant, le mot a changé de sens. Ma loyauté, allait-elle à l'homme qui m'avait humilié, ou aux dizaines d'hommes qui dormaient dans leur tente, confiants dans la vigilance de leur chef? Le serment que j'avais prêté, ce n'était pas à Romain Faure, mais au drapeau. C'était un serment de protéger des vies, pas de préserver l'ego d'un sergent. La peur m'a saisi à la gorge. Si je me trompais, c'était la cour martiale. L'insubordination en temps de guerre. Le déshonneur pour ma famille. Un déshonneur bien pire que la pauvreté. Mais si j'avais raison et que je me taisais, le prix serait payé en sang. Le visage du soldat Lefebvre, celui qui m'avait offert une cigarette, m'est apparu. Le choix n'en était plus un, c'était une obligation. Le silence, cette fois, serait une trahison. Une clarté froide a remplacé la peur. La décision a été prise sans un mot, sans même un frémissement. C'était une conclusion mathématique, une évidence technique. Les données étaient là, le risque était calculé, l'action était nécessaire. Le garçon qui avait accepté de creuser un trou pour expier une faute imaginaire était mort depuis longtemps. À sa place se tenait un technicien qui faisait confiance à ses instruments plus qu'aux hommes. Je n'éprouvais ni colère, ni désir de vengeance. Juste une sorte de calme résigné, la tranquillité de celui qui sait qu'il va faire ce qui doit être fait, quelles qu'en soient là que les conséquences pour lui. J'ai retiré lentement mes écouteurs. Le son du monde extérieur m'est revenu, brutal et dissonant. Le son de la voix de Romain, toujours en train de minimiser le danger. J'ai posé les écouteurs sur mon établi avec une précision infinie,
comme si je quittais un monde pour entrer dans un autre. Je me suis levé. Le simple fait de me mettre debout a fait taire toutes les conversations. Les têtes se sont tournées vers moi. Dans ce petit univers hiérarchisé, un soldat de mon rang ne se levait pas sans ordre. C'était un acte en soi, une rupture du protocole. J'ai senti le poids de tous les regards, mais je n'en ai croisé aucun. Mon objectif était de l'autre côté de la pièce. Le téléphone de campagne, la ligne directe vers le poste de commandement américain. Chaque pas sur le plancher de bois grinçant résonnait dans le silence tendu. Je n'étais plus Antoine Dubois, le cousin silencieux. J'étais une anomalie, un mouvement imprévu dans une mécanique bien huilée. Je sentais le regard de Romain dans mon dos, brûlant d'incompréhension, puis de fureur. J'avançais, et avec chaque pas, je brisais une à une les chaînes invisibles de la dette et de la soumission. J'étais à mi-chemin quand sa voix a sifflé derrière moi, basse et menaçante, pour que seuls les plus proches entendent. « Qu'est-ce que vous croyez faire, soldat ?» C'était un ordre déguisé en question, la dernière tentative de me ramener dans le rang. Je n'ai pas ralenti, je n'ai pas tourné la tête. L'ignorer était l'acte d'insubordination le plus total, plus grave qu'une réplique insolente. Mon silence n'était plus une défense, c'était une arme. Il niait son autorité, son existence même. En ne lui répondant pas, je lui signifiais qu'il n'était plus une variable dans mon équation. Je l'entendais se lever derrière moi, mais il était trop tard. J'avais déjà atteint le téléphone. J'avais franchi le Rubicon. Le pouvoir venait de changer de main, non pas par un cri, mais par une marche silencieuse à travers une tente enfumée. J'ai décroché le lourd combiné en bakélite, le plastique froid contre ma paume. J'ai tourné la manivelle du générateur, et la sonnerie stridente a déchiré l'atmosphère feutrée. Une voix américaine, nette et sans fioriture, a répondu à l'autre bout du fil. « Opérateur, ici le poste avancé français. Je demande à parler à l'opérateur radio du capitaine Miller, urgence opérationnelle. » Ma voix était méconnaissable, même pour moi. Plate, dénuée de toute émotion. Ce n'était pas la voix d'un jeune homme de 21 ans, mais celle d'un instrument. Un instrument qui transmettait une information vitale. Derrière moi, je sentais la présence de Romain, son souffle court de colère contenue. Il était paralysé, pris au piège. Intervenir maintenant, c'était révéler son inaction devant un allié. Se taire, c'était me laisser faire. Je l'avais neutralisé. Une autre voix a pris la ligne. J'ai fermé les yeux un instant, me remémorant les données, la cadence, la direction. Puis, j'ai parlé, articulant chaque syllabe avec une précision chirurgicale. Ici, le poste avancé. Français. Avons une détection non standard de plusieurs aéronefs en approche sur le vecteur 270. Distance estimée 145 km. La signature du signal est forte et croissante. Je répète, détection non standard. Je n'ai pas dit « je pense », ni « il est possible que ». J'ai énoncé des faits que seul mon système pouvait fournir. J'utilisais leur langage, celui des chiffres et des vecteurs, un langage qu'ils ne pouvaient pas ignorer. En qualifiant la détection de non standard, je reconnaissais la nature non officielle de ma source, tout en affirmant la validité de l'information. C'était un coup de maître technique, un transfert de responsabilité propre et sans appel. J'ai raccroché le combiné. Le clic final a résonné dans la tente comme un coup de feu. Un silence de mort s'est installé. Personne n'osait bouger. J'ai tourné la tête et j'ai regardé Romain. Pour la première fois, je l'ai vu tel qu'il était. Un homme dépassé, son visage un masque de stupeur et de haine impuissante. Son autorité, bâtie sur l'intimidation et l'apparence, venait de s'effondrer en moins de 30 secondes. Il avait été contourné, rendu obsolète par un radar à boîte de conserve, et le soldat qu'il avait tenté de briser. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose, sans doute pour hurler, pour m'arrêter, mais aucun son n'est sorti. Il était nu, exposé devant ses hommes, et indirectement, devant les Américains. Il n'était plus le sergent, charismatique. Il n'était plus rien. Sans un mot, j'ai regagné mon coin, mon territoire. Je me suis rassis sur ma caisse, et j'ai remis mes écouteurs. Non pas pour écouter le signal ennemi, qui continuait sa pulsation funèbre, mais pour m'isoler du drame qui allait se jouer. Je n'éprouvais aucune satisfaction, aucune joie mauvaise. Juste le vide immense qui suit un acte irréversible. J'avais fait mon devoir. Le reste ne dépendait plus de moi. Dehors, le brouillard était toujours aussi épais. Le campement était silencieux. J'ai attendu le bruit des sirènes qui confirmerait mon intuition.
ou les pas lourds des gardes qui viendraient m'arrêter pour me conduire en prison. Dans les deux cas, j'étais prêt. Le silence n'avait jamais été aussi lourd de sens. Le silence qui a suivi le clic du combiné était différent de tous les autres. Ce n'était pas un vide, mais une substance dense, palpable, qui semblait absorber tout l'oxygène de l'attente. J'étais redevenu une statue, assis, dans mon coin, mais ma posture n'était plus celle de la soumission. C'était celle de l'attente. Chaque seconde s'étirait, devenant une éternité. J'ai senti le regard de Romain, un poignard planté entre mes omoplates, mais je n'ai pas tourné la tête. La peur était toujours là, un nœud froid dans mon estomac, mais elle était désormais secondaire. La peur de la cour martiale, la peur du déshonneur, mais une autre certitude, plus forte, l'avait supplantée. J'avais fait ce que je devais faire. J'avais choisi mon camp, et ce n'était plus celui de la gratitude aveugle. C'était celui de ma conscience. Le reste n'était plus entre mes mains. J'attendais le verdict du réel, qu'il prenne la forme d'un bombardement ou d'une paire de menottes. Dans le silence, j'étais en paix avec les deux possibilités. 7 minutes. J'ai compté chaque seconde, rythmé par le battement sourd de mon propre cœur. C'est le temps qu'il a fallu. Puis le son est arrivé. Un hurlement strident, inhumain, qui a déchiré le brouillard et le silence. La sirène d'alerte aérienne. Elle a commencé comme un gémissement lointain, puis a enflé, devenant un cri de fin du monde qui a fait vibrer la toile de la tente et le plancher sous mes pieds. Ce son n'était pas une punition. C'était une confirmation, une validation mécanique et brutale, plus éloquente que n'importe quel discours. Mon corps s'est détendu d'un coup, comme si un fil tendu à l'extrême venait de lâcher. Je n'ai ressenti aucune fierté, aucun triomphe. Juste un soulagement immense et glacial. J'avais eu raison. Le radar à boîte de conserve avait dit la vérité. Dans le chaos naissant, j'ai vu le visage de Romain se décomposer. La fureur avait laissé place à une incrédulité blafarde. Le son de la sirène était aussi le son de son monde qui s'écroulait. La tente, autrefois un sanctuaire de tension contenue, a explosé en un chaos organisé. Des ordres ont fusé, en français, en anglais. Les hommes qui, quelques minutes plus tôt, étaient figés dans l'incertitude, se sont mis à courir, à s'équiper, chacun retrouvant les gestes appris par cœur. Le poste de commandement s'est vidé en un instant, me laissant presque seul au milieu du tumulte. Je ne bougeais pas. Je suis resté assis, les écouteurs posés à côté de moi, comme l'œil calme d'un cyclone que j'avais moi-même déclenché. Je n'étais plus un acteur de cette scène. J'étais un simple observateur, le témoin silencieux des conséquences de mon acte. Dehors, les bruits de bottes martelaient la terre gelée, les culasses des armes claquaient. La machine de guerre, réveillée par ma voix au téléphone, s'était mise en branle. J'avais été le grain de sable qui avait enrayé une mécanique pour en lancer une autre, bien plus vaste et plus meurtrière. Peu de temps après, un autre son est venu se mêler au hurlement des sirènes. Un bruit sourd, lointain, mais régulier. Le « woumf, woumf, woumf » des canons anti-aériens qui ouvraient le feu depuis les positions américaines sur la crête voisine. Chaque détonation était un point de ponctuation dans la nuit. Une réponse à l'alerte que j'avais donnée. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. Mon appel avait offert 3, peut-être 4 minutes de préparation supplémentaire. Des minutes précieuses. Des minutes qui permettaient aux servants de s'installer, de viser, d'être prêts. Des minutes qui transformaient une attaque surprise en une réception armée. Je ne savais pas si cela suffirait, mais je savais que, sans mon intervention, le premier son qu'auraient entendu mes camarades aurait été le sifflement des bombes. La dette de 5000 francs, je venais de la rembourser. Pas à Romain, mais aux hommes qui dormaient sous ses tentes. Quand l'attaque a pris fin et que les sirènes se sont tues, un nouveau silence est tombé sur le campement. Un silence différent, chargé de l'odeur âcre de la cordite et de la réalité de la mort évitée. Les hommes sont revenus lentement, par petits groupes, leurs visages marqués par l'adrénaline et le froid. Personne ne parlait fort. L'heure n'était plus aux moqueries. Dans l'air flottait une question muette. Comment avions-nous su? Puis la toile de la tente s'est ouverte, et le capitaine Miller est entré, suivi de son opérateur radio. Il n'a pas regardé Romain, qui se tenait près de l'entrée, tentant de retrouver une contenance. L'Américain a traversé la pièce d'un pas décidé, et s'est arrêté devant mon établi. Il m'a regardé, non pas comme un supérieur regarde un subalterne, mais comme un professionnel en regarde un autre. Il a simplement tendu la main. « Good call, son », a-t-il dit d'une voix grave. « You gave us the time we needed ». Sa poignée de main était ferme, sèche, sans fioriture.
C'était la reconnaissance la plus pure que j'ai jamais reçue. Le geste du capitaine Miller a été un signal. Les regards des autres soldats français ont changé instantanément. La gêne et la méfiance ont laissé place à une forme de respect curieux, presque craintif. Je n'étais plus le bricoleur naïf, le cousin du sergent. J'étais devenu l'homme qui avait entendu venir la mort dans le brouillard. Le soldat Lefebvre s'est approché de moi, un léger sourire au coin des lèvres. Il n'a rien dit, mais il m'a donné une tape amicale sur l'épaule. Un geste de camaraderie simple et puissant qui valait tous les discours. J'ai hoché la tête, incapable de parler. La validation ne venait plus d'en haut, de la hiérarchie qui m'avait écrasé, mais de mes pairs, de ceux qui partageaient le même froid et les mêmes peurs. Et cette validation-là, silencieuse et horizontale, était la seule qui comptait vraiment. Elle me réintégrait dans la communauté des hommes, non pas comme un protégé, mais comme un égal. Romain, lui, était devenu une ombre dans son propre poste de commandement. Il a assisté à la scène, impuissant, son autorité s'évaporant sous ses yeux. Après le départ des Américains, il a fait une dernière tentative pour reprendre le contrôle du récit. Il s'est approché de moi, forçant, un sourire qui ressemblait à une grimace. « Je l'ai toujours su, gamin », a-t-il commencé, sa voix sonnant étrangement creuse. « J'ai toujours su que tu avais du potentiel. Il fallait juste te pousser un peu, te secouer. » C'était pathétique. Il essayait de transformer mon acte d'insubordination en une preuve de sa propre clairvoyance de mentor. Il voulait récupérer ma victoire, la faire sienne, comme il l'avait toujours fait. Mais les mots ne fonctionnaient plus. Personne dans la tente ne le croyait. Le mensonge était trop grossier, la réalité trop évidente. Ses paroles flottaient dans l'air, privées de tout poids, avant de retomber lourdement dans le silence méprisant de l'assemblée. Je l'ai regardé, vraiment regardé, pour la première fois depuis des jours. Je n'ai vu ni le sergent redouté, ni le cousin protecteur. J'ai vu un homme effrayé, un homme dont le seul pouvoir résidait dans une illusion qu'il venait de perdre. Je n'ai ressenti ni haine, ni pitié, juste un vide. Je n'ai pas répondu à sa tentative. Je n'ai pas hoché la tête, je n'ai pas haussé les épaules. Je me suis simplement détourné de lui, et j'ai commencé à ranger mes outils sur mon établi. Un geste lent, délibéré. Mon silence, cette fois, n'était pas une arme. C'était un verdict. Il signifiait qu'il n'y avait plus rien à dire. Plus de relations à réparer, plus de dettes à honorer. Il n'existait plus dans mon monde. Il a compris. J'ai entendu ses pas hésiter, puis se retirer. Il venait de devenir un étranger, un fantôme dans la mémoire d'une loyauté morte. La guerre entre nous était terminée, et je l'avais gagnée sans tirer un seul coup, sans prononcer une seule parole de colère. La validation concrète est arrivée le lendemain matin. Le lieutenant Davis est venu me chercher. Le capitaine Miller aimerait que vous travailliez avec notre équipe de communication pour les jours à venir. Il pense que votre système pourrait nous être utile. Il a prononcé le mot « système » avec un respect sincère. On m'a donné un espace dans la tente radio américaine, du matériel, des câbles, des batteries. On m'a posé des questions techniques, on a écouté mes réponses. Mon radar à boîte de conserve n'était plus un objet de ridicule, mais un sujet d'étude. J'ai passé la journée à dessiner des schémas, à expliquer les principes de mon montage à des hommes qui comprenaient dans mon langage. Pour la première fois de ma vie de soldat, ma valeur n'était pas mesurée à mon grade ou à mon obéissance, mais à ma compétence. On ne m'a pas donné de médaille, mais on m'a donné quelque chose de bien plus précieux, la reconnaissance de mon savoir. Romain a subi la conséquence inverse. Personne ne lui a rien dit officiellement. Il n'y a pas eu de sanction, pas de dégradation. Sa punition fut bien plus subtile et bien plus cruelle pour un homme comme lui. Il est devenu invisible. Lors des réunions de planification, les officiers américains s'adressaient directement à l'autre sergent français, ou parfois, même à moi, pour les questions relatives aux communications et à la surveillance. On ne lui demandait plus son avis. On ne riait plus à ses blagues. Il conservait son grade, son uniforme, mais il avait perdu l'essentiel, l'attention des autres. Il était devenu une coquille vide, un chef sans influence, condamné à observer depuis la marge une guerre dont il n'était plus un acteur stratégique. Son orgueil, qui avait été son arme, était devenu sa prison. Il avait voulu me rabaisser pour se sentir grand, et il avait fini par se diminuer lui-même jusqu'à disparaître. Les jours suivants, un nouvel équilibre s'est installé. Un équilibre fondé non plus sur une hiérarchie de peur, mais sur une réalité de compétence. Je parlais peu, comme avant, mais quand je parlais,
On m'écoutait. Mon silence n'était plus perçu comme de la timidité ou de la soumission, mais comme de la concentration. J'ai continué mon travail avec la même application, mais quelque chose en moi avait changé de manière irréversible. Je ne cherchais plus l'approbation dans le regard des autres. Je l'avais trouvée dans la certitude de mes propres capacités, validée par les faits. La gratitude que je ressentais encore pour l'aide passée apportée à ma famille était désormais séparée de l'homme. Je pouvais être reconnaissant pour l'acte, sans être redevable à la personne. C'était une distinction subtile, mais elle changeait tout. Elle me libérait. Je repensais parfois au trou que j'avais creusé. Cet acte d'humiliation suprême avait été, sans que Romain ne le sache, le début de ma libération. En m'enfonçant dans la terre froide de l'Italie, j'avais touché le fond, et c'est de ce fond que j'avais puisé la force de me redresser. Il avait voulu m'enterrer, mais il n'avait fait que planter une graine. Je n'étais pas un héros. J'étais juste un homme qui avait appris à écouter les signaux faibles, qu'ils viennent d'un récepteur radio ou du fond de sa propre conscience. Et j'avais compris que la plus grande dignité n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever en silence et de tracer son propre chemin, guidé non pas par la voix des autres, mais par la vérité silencieuse de ce que l'on sait être juste. La guerre s'est terminée comme elle avait commencé pour moi, sans bruit. Je suis rentré en Auvergne avec une médaille dans ma poche, un morceau de métal froid qui semblait appartenir à un autre homme. Les montagnes étaient les mêmes. L'odeur de la terre humide après la pluie était la même. Mais je n'étais plus le même garçon qui était parti. Le changement n'était pas visible. C'était une chose intérieure, un réalignement silencieux de tout ce que je croyais être. J'avais survécu à 2 guerres, celle des obus et celle du mépris. C'est la seconde qui m'a véritablement forgé. En retrouvant les rues de Riom, je n'ai ressenti ni triomphe ni soulagement. J'ai ressenti une sorte de calme profond, la quiétude d'un homme qui a enfin trouvé sa juste place dans le monde. Une place qui ne dépendait plus de la permission ou de l'approbation de personne. La paix extérieure n'était que le reflet d'une paix intérieure, durement conquise dans le froid et la boue d'Italie. J'ai ouvert mon atelier de réparation, pas dans un grand local sur la place du marché, mais dans l'ancienne grange derrière la maison, là où mon père rangeait ses outils. L'odeur de la poussière chaude des lampes radio et de l'étain en fusion a remplacé celle de la toile de tente mouillée. C'était mon territoire. Chaque outil avait sa place. Chaque composant était rangé avec une précision méthodique. Mes mains ont retrouvé le langage qu'elles connaissaient le mieux, celui des circuits et des soudures délicates. Cet espace était plus qu'un lieu de travail. C'était le prolongement de moi-même. C'était le coin de la tente de commandement, mais transformé. Ce n'était plus un refuge contre l'humiliation, mais un royaume bâti sur la compétence. Les gens ont commencé à venir, d'abord timidement, puis avec confiance, apportant leur poste silencieux comme on apporte un malade chez le médecin. Je ne leur vendais pas des réparations, je leur rendais des voix. Mon silence est resté, mais sa nature avait changé. Ce n'était plus le silence de la soumission, la carapace d'un jeune homme qui craignait de déranger. C'est devenu un silence de concentration, de confiance. Les clients l'ont vite compris. Ils me laissaient travailler, observant mes gestes précis sans oser m'interrompre. Ma réputation ne s'est pas construite sur des mots ou des publicités, mais sur des résultats. Un poste qui fonctionnait, un son clair, là où il n'y avait que du grésillement. Ma compétence parlait pour moi, plus fort que n'importe quel discours. Je n'attendais plus un regard d'approbation, une tape dans le dos. La validation venait du travail lui-même, de la résolution d'un problème complexe, de l'harmonie restaurée dans un enchevêtrement de fils. J'avais appris que la véritable estime de soi ne se demande pas, elle se construit, pièce par pièce, dans la solitude de son propre savoir-faire. J'ai recroisé Romain une seule fois, des années plus tard, à la foire de Riom. Il était avec sa femme, l'air pluvieux, un peu affaissé. Nos regards se sont croisés une fraction de seconde. J'y ai vu une lueur de gêne, peut-être de regret, mais c'était fugace. Je n'ai ressenti ni colère, ni pitié, ni même de la satisfaction. J'ai ressenti une distance infranchissable, comme si nous nous regardions à travers une épaisse vitre de verre. Il était un personnage d'un autre temps, d'une autre vie qui n'était plus la mienne. Je lui ai fait un léger signe de tête, un geste de politesse neutre, et j'ai continué mon chemin. Il n'y avait rien à dire, rien à pardonner. Le pardon aurait signifié qu'il avait encore une emprise sur moi. L'indifférence était la véritable libération. Il n'était plus mon supérieur, ni mon cousin, ni mon bourreau. Il n'était plus rien, juste un souvenir qui s'effaçait.
Doucement. La dette des 5000 francs a fini par trouver sa juste place. Ce n'était plus un fardeau, une chaîne qui justifiait l'injustifiable. C'était devenu un simple fait historique, l'acte d'un homme qui, à un moment donné, avait aidé ma famille. J'ai continué à aider ma mère et ma sœur, non plus pour rembourser une dette morale, mais par amour et par devoir filial. J'ai compris que la gratitude n'exigeait pas l'effacement de soi. On peut être reconnaissant pour un geste sans être redevable à vie à la personne qui l'a accompli, surtout quand cette personne utilise sa générosité comme une arme. La véritable dette, je l'avais payée non pas à lui, mais à mes camarades, cette nuit-là, dans le brouillard. En honorant mon serment de soldat plutôt que ma loyauté personnelle, j'avais soldé tous mes comptes. J'étais libre. La reconnaissance que je devais était envers la vie, pas envers un homme. Mon bonheur est devenu une chose simple, faite de petites victoires quotidiennes. Là, sourire d'un client dont la radio, héritée de son père, chantait à nouveau. La satisfaction de trouver une panne que personne d'autre n'avait su déceler. Les longues heures passées dans le silence de l'atelier, penché sur un circuit complexe, le monde extérieur s'effaçant pour ne laisser place qu'à la logique pure de l'électronique. Je n'ai jamais cherché la richesse ou la gloire. J'ai cherché, et trouvé, une forme de souveraineté. La souveraineté de l'artisan qui est maître de son art, qui ne dépend que de ses mains et de son esprit. J'avais appris que la valeur d'un homme ne se mesure pas à son grade, ni au bruit qu'il fait, mais à la qualité de ce qu'il crée, au service silencieux qu'il rend. Ma fierté n'était pas dans les médailles, mais dans la certitude tranquille de mon utilité. La guerre m'a tout pris, puis elle m'a tout rendu, mais sous une autre forme. Elle m'a pris ma naïveté et ma confiance aveugle dans l'autorité. Elle m'a rendu une force que je ne soupçonnais pas, une force née non pas de la violence, mais de la conviction. J'ai compris que la dignité n'est pas quelque chose que l'on nous donne, mais quelque chose que l'on refuse de nous laisser prendre. Mon plus grand acte de courage n'a pas été de faire face à l'ennemi, mais de traverser une tente pour décrocher un téléphone, en défiant l'homme qui m'avait défini toute ma vie. C'était un acte silencieux, presque invisible, mais il a tout changé. Il m'a appris que dans un monde de postures et de cris, le pouvoir le plus authentique est souvent celui qui ne fait pas de bruit, celui qui repose sur la compétence, la vérité et le courage tranquille de suivre sa propre conscience. Le soir, quand l'atelier est calme, j'aime regarder la lueur chaude des lampes à travers les châssis des vieilles radios. Elles ressemblent à de petites villes endormies. Je pense à tous ces fils, à tous ces points de soudure qui relient les composants entre eux, invisibles pour la plupart des gens. Ils ne fonctionnent que s'ils sont connectés de la bonne manière, dans un équilibre précis. La vie est un peu comme ça. Il ne s'agit pas de crier plus fort que les autres, mais de trouver les bonnes connexions, de faire confiance aux signaux faibles. J'ai passé ma vie à écouter ce que les autres n'entendaient pas, dans le crépitement d'un récepteur ou dans le silence d'un homme, et j'ai fini par comprendre que la vérité la plus importante est celle qui se transmet sans un mot.